On en arrive ensuite au grand 3, qui est l'information par l'image, la télévision. Donc je vous avais fait également noter ce titre. Et première sous-partie, un média au succès croissant. Donc vous aviez laissé de la place. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu comme on a fait sur la radio, mais on y passera un peu moins de temps sur l'invention de ce média. Il faut savoir que la télévision est inventée dans les années 20, 1920, mais très peu de foyers en sont équipés. Au début, une télé, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on connaît aujourd'hui, et c'est assez rare. Donc invention dans les années 20, mais ça reste très rare. C'est vraiment la radio qui est en train de prendre beaucoup de place à ce moment-là. Il faut attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que la télévision s'impose dans les pays développés. Donc, d'abord aux États-Unis, en Grande-Bretagne, puis progressivement dans les autres pays européens. Je vous montre un graphique en ce qui concerne les États-Unis. Donc vous voyez, en 1947, il n'y a quasiment pas de télévision. On en est à 30 000. Et puis on a une explosion vraiment très très marquée entre 1947 et 1961. On arrive en 1961 à 35 millions de télévisions, sachant que comme vous voyez que à cette date-là, on a à peu près 180 millions de personnes, un peu comme je vous avais dit tout à l'heure, comme c'est par foyer en fait, on commence à avoir quand même une large partie de la population qui en est équipée. Si on compare ça avec la France, il y a un petit décalage temporel, c'est un peu plus tard, mais vous voyez que ça augmente quand même très vite. En 1958, on est à 10% des gens, et dès les années 70, on est à 70%, et puis ensuite, dans la période plus récente, on est à plus de 90% des foyers qui sont équipés en télévision. Encore une fois, comme on l'avait vu pour la radio, elle se développe dans tous les pays, mais la chronologie est différente. Dans les pays en développement, comme l'Inde, le Maroc, le Mexique, il faut attendre les années 1970-1980 pour que vraiment ça se diffuse. Voilà, ça c'est la première chose sur un peu le développement, l'invention de cette télévision et son développement dans les foyers. Vous pouvez ensuite noter qu'il y a plusieurs évolutions techniques en ce qui concerne la télévision. Donc pareil, si on avait été en classe, je vous aurais demandé un petit peu, vous en auriez, je pense, trouvé certaines. Première évolution technique, c'est l'apparition de la couleur, puisqu'au tout début, la télévision était en noir et blanc. Donc apparition de la couleur, 1951 aux États-Unis, 1967 en France, donc il y a toujours ce léger décalage, mais voilà, première innovation. Ensuite, il y a une amélioration vraiment par rapport au modèle de base. Donc je reviens sur ma télévision là, des années 1920. Vous avez plusieurs évolutions. Une télévision dans les années 50 ressemble plutôt à ça, ce qui devient quand même nettement plus pratique à mettre dans une pièce d'une maison, par exemple. Ensuite, vous avez les modèles des années 80-90, dont certains ont peut-être eu encore ce genre de télé quand vous étiez vraiment jeune, mais je pense que c'est pas sûr. Et aujourd'hui, bien sûr, ce sont les écrans plats que l'on connaît. Donc, il y a eu vraiment entre le début et aujourd'hui une grande évolution technique, une grande amélioration de la qualité de la télévision. Troisième évolution, le nombre de chaînes ne cesse d'augmenter. Vous savez, pendant très longtemps, en fait, il y avait genre 6 chaînes, même jusqu'à assez récemment. Aujourd'hui, on en a potentiellement plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines si vous êtes prêt à prendre des abonnements. Et la télévision va notamment passer, dernière évolution, au numérique, ce qu'on appelle la TNT dans les années 2000, ce qui permet vraiment de diffuser beaucoup plus de chaînes à ce moment-là. Voilà pour cette première sous-partie, et ensuite vraiment pour rentrer au cœur de ce qui nous intéresse par rapport à notre sujet, on va voir en quoi ça permet une nouvelle manière de s'informer, cette télévision. Alors, au départ, la télévision, elle sert beaucoup à diffuser des grands événements comme par exemple les Jeux Olympiques, où on va se centrer un petit peu sur cet exemple-là, le couronnement de la reine Élisabeth II, qui a lieu en 1953. Je vous mets en lien, et puis il va y avoir une suggestion qui apparaît pour une vidéo du youtubeur Nota Bene qui nous parle un petit peu de ce couronnement. Vous pouvez aller regarder la vidéo pour plus de détails. Ici, je résume un petit peu. L'idée, c'est que la reine Elisabeth II décide de se faire couronner en diffusant ce couronnement à la télévision. Et cet événement va être très symbolique parce qu'il va être suivi, vraiment très suivi, par plus de personnes en fait à la télévision même qu'à la radio, qui était quand même le média qui dominait encore un peu à ce moment-là, et aussi dans plusieurs pays du monde. Donc là,
on rentre vraiment dans une nouvelle ère de l'information. Il faut se rendre compte, donc la reine Élisabeth II, hein, je fais un petit point, c'est juste celle qui est encore reine, aujourd'hui, hein, en 1953. Et donc vous avez, aujourd'hui, on a l'habitude de cette diffusion massive d'informations à la télévision, mais là c'était complètement nouveau à l'époque et donc les gens étaient absolument fascinés. Vous avez une vidéo de Lina que je vous mets aussi en description, où les gens en fait venaient devant les magasins de télévision pour regarder le couronnement. Donc vous voyez, j'ai pris plusieurs diapositives à partir de la vidéo. Les gens se massaient vraiment dans les rues pour assister à cet événement. Donc on a vraiment quelque chose de complètement nouveau à l'époque qui fascine les gens. Imaginez, par rapport à la radio déjà, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui parlaient alors qu'ils n'étaient pas là. Là, avec la télévision, on peut carrément les voir. Donc il y a un côté un peu magique qui intrigue beaucoup les gens. On en arrive ensuite à la correction de l'activité que vous deviez faire. Donc, vous deviez rédiger un paragraphe de composition qui présente un peu les changements permis par la télévision. Et ici, on va dans un premier temps corriger euh, le premier paragraphe. Donc, je fais un petit point. Vous auriez dû commencer votre, votre rédaction par une phrase d'introduction générale, comme dans les dissertations, on commence les parties par une phrase d'introduction. Donc ici, par exemple, nous allons étudier les différents changements, positifs et négatifs, que la télévision provoque sur la manière de s'informer ou d'informer. Et ensuite, on avait une première sous-partie, puisque là, c'était plutôt les aspects positifs, mieux informer les gens. Donc vous auriez pu faire à nouveau introduire votre idée avec, d'abord, nous allons voir que la télévision permet de mieux informer les gens. Je corrige ensuite, je fais une liste en fait des différents éléments que vous pouviez évoquer dans votre partie. Premièrement, il y avait l'idée d'une démocratisation de l'information, qui était suggérée à la fois par ce document-là que j'ai remis, où on voit en fait qu'il y a toute une famille qui regarde la télévision, y compris quand on est enfant, on peut aussi regarder la télévision. Et dans le document 5, vous aviez ce terme qui apparaissait de démocratisation. C'est-à-dire que ça touche la télévision permet de toucher le plus grand nombre et pas juste, une petite partie de la population. C'est un média vraiment familial, qui peut convenir donc, comme j'ai dit, aux enfants. Donc ça, c'est la première idée, démocratisation de l'information. Deuxième idée qui complète un peu, c'est que ça rend la politique plus facile d'accès. Là, je vous ai mis une citation du document 5 qui nous explique que pour la campagne de 2012 présidentielle en France, les discours des présidents ont vraiment été entendus par une très grande partie de la population en fait. Et ça, c'est nouveau par rapport à avant. Donc, on peut s'intéresser plus facilement à la politique. Troisième avantage, elle permet de montrer les vraies images des événements, de la réalité, et donc ça peut permettre de mieux la comprendre. Donc, je vous ai mis une citation de document 2, et puis j'ai souligné un peu les parties dans le texte là qui permettaient de voir ça. Il y a une sensation avec l'image qu'on a vraiment accès à la réalité. Alors, on pourra nuancer ça, mais l'exemple qu'on peut prendre de ça, c'est que c'est pas tout à fait la même chose de voir des images que de lire, par exemple. Et dans certains cas, comme les attentats du 11 septembre que j'ai remis là, c'est pas la même chose de voir les images des avions qui s'écrasent dans les tours que de lire ce qu'il s'est passé. C'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus marquant. De la même manière, je vous ai mis en bas à droite, c'est arrivé au début d'année la scolaire, les inondations dans la vallée de la Roya. Lire qu'il y a eu des inondations ou voir les images pour comprendre à quel point ça a été destructeur, ce n'est pas la même chose. Donc ça permet vraiment d'avoir un impact plus fort, les images. Et enfin, dernier avantage qui était évoqué, c'est que ça permet également d'illustrer les sujets avec des images, des schémas, des graphiques. Ça offre de nouvelles possibilités d'information et comme le montre cette citation de document 2, ça permet d'être un peu plus pédagogique. Ça ouvre de nouvelles possibilités grâce à l'image, encore une fois. Ça, c'était donc pour la partie des avantages. Vous aviez rédigé hein, votre partie. Moi, là, je l'ai fait sous forme de liste pour que vous ayez une correction, si vous le souhaitez, au propre. La deuxième sous-partie que vous aviez à rédiger correspond à une autre sous-partie du cours sur les risques pour la qualité de l'information. Donc vous pouvez noter ce titre et ensuite je vais à nouveau corriger sous forme de liste les différents éléments que vous pouviez tirer des documents. Vous pouviez à nouveau commencer là, je réinsiste là-dessus, sur une phrase d'introduction de votre sous-partie. Par exemple, ensuite, il faut aussi souligner que la télévision présente des risques pour la qualité de l'information.
Quels sont ces risques? Premier risque, la forme peut devenir plus importante que le fond. Vous aviez ce document que je trouve vraiment très intéressant sur le débat Nixon-Kennedy en 1960, qui est le premier débat qui a retransmis à la télévision. Là, je l'ai mis en photo. Et comme vous l'avez vu dans le document, l'équipe de Kennedy a été vraiment très maligne pour accentuer la différence entre d'un côté un Nixon qui était donc très fatigué, très stressé, et un Kennedy qui apparaît comme beaucoup plus dynamique. Et ce qui est très intéressant dans le document, c'est qu'on vous explique que Kennedy apparaît comme un peu le gagnant de ce débat, entre guillemets, grâce à son image, alors qu'en fait les programmes politiques des deux hommes sont finalement assez proches. Donc vraiment ça s'est déplacé plus, les gens ont plus retenu la forme que le fond de ce qui disaient les deux candidats. Deuxième limite, l'information, notamment l'information en continu, a contribué à créer une méfiance envers les médias. Dans le document 5, vous avez ce terme de défiance qui est évoqué et une des meilleures illustrations de cela, c'est que l'ancien président des États-Unis, enfin il l'est toujours là actuellement officiellement, Donald Trump accuse très souvent les médias d'être corrompus. Là, je vous mets une citation de Donald Trump en mars 2019 qui justifie son usage de Twitter. Twitter est le moyen pour moi de faire passer mon message quand les médias sont corrompus et ils sont corrompus. Nos médias sont si malhonnêtes, la plupart d'entre eux, ils ne relatent pas les faits. Alors évidemment, cette citation est très largement critiquable, néanmoins elle illustre le fait que pour un certain nombre de personnes, heu, les médias ils n'ont plus confiance dans les médias et une des causes de ça, c'est les informations en continu. Troisième aspect qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire, la qualité de l'information peut être diminuée avec la diffusion de rumeurs, de fausses nouvelles, de fake news. Et là, encore une fois, c'est un peu lié au fait qu'il y ait une information qui soit notamment en continu et qu'on cherche un peu le spectaculaire aussi. Et là, je vous ai mis une citation du document 5 avec 2 exemples que vous pouvez retenir, enfin, un des 2 peut suffire. Vous avez le cas de l'arrestation de Mohamed Merah qui avait été diffusé alors que ce n'était pas le cas. Et deuxièmement, ça peut accentuer les rumeurs, c'est-à-dire que vous avez des rumeurs qui sont parfois accentuées par la diffusion de l'information à la télévision, notamment, encore une fois, par les chaînes d'information en continu, mais pas uniquement. Dernière limite qui apparaissait dans les documents, c'est le cas de la publicité. Avec l'idée qu'en fait, le contenu finalement central de la télévision, c'est pas l'information, mais le divertissement et derrière même la publicité. On s'adresse pas aux citoyens pour l'informer, mais on s'adresse aux consommateurs. Et vous avez cette citation que vous pouvez quand même retenir, qui est, je trouve, assez marquante, du PDG de TF1, qui explique que ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Il ne dit pas nous sommes en train d'informer les gens ou même de les divertir. En fait, il explique que les divertir, ça sert à préparer leur cerveau à la publicité. Et donc, la publicité peut devenir plus importante que le contenu. Et enfin, je rajouterai un dernier élément qui n'était pas dans les documents, mais qui recoupe un peu ce qu'on vient d'évoquer. Donc, dernier élément, dernier risque pour la qualité de l'information, c'est la recherche de ce qu'on peut appeler le scoop. Et notamment du scoop un peu choquant. C'est-à-dire que plus quelque chose est choquant, plus ça va être diffusé. Si je reprends l'exemple du 11 septembre, des attentats du 11 septembre, il faut se rendre compte à quel point ça a été diffusé. Je vous donne ce chiffre-là. Sur TF1, entre 15h30 et 23h, le jour des attentats, les images ont été diffusées 122 fois. Donc, on voit bien cette idée que si une information est marquante et qu'elle est choquante, on va vouloir beaucoup la diffuser, ce qui peut amener à certains problèmes puisque ça va faire passer ce qui est choquant d'abord, alors que c'est pas forcément toujours le plus important. Dans le cas du 11 septembre, évidemment, c'était un événement central. Mais dans d'autres cas, ça peut conduire à évoquer d'abord des éléments choquants avant, alors qu'il y a peut-être d'autres informations moins spectaculaires, mais tout aussi importantes. Voilà pour cette correction de la partie sur les risques de l'information qui vient terminer le grand 3. Et ensuite, normalement, vous avez complété ici l'espace que vous aviez laissé dans le cahier. Ensuite, on passe au grand 4 que vous aviez noté. Donc vous avez noté grand 4, grand 4.1. Là, vous avez eu le résumé de l'exposé également qui a été fait en classe. Et on s'occupera de la dernière sous-partie qui est la correction de ce que vous avez fait sur Internet par la suite.